Venegas, 28 ans, journaliste et apprenti sociologue, meneur de jeu sur le déclin et pour ne rien arranger aussi supporter martyr d'Arsenal. Je les cumule les tares. Mais je vais essayer de répondre à vos questions avec sincérité et entièreté. Voilà. C'est une question presque prophétique là. Alors, à quoi juge-t-on la justesse d'une phrase? J'ai envie de dire à sa musicalité, à son rythme. Quand on a l'oreille un tout petit peu musicale, quand on joue juste, on le sent. C'est quelque chose qui tombe juste dans les bonnes tonalités et dans les bons angles. Et je pense que la littérature n'est pas tellement différente de ce modèle-là et de cet état d'esprit. Une belle phrase, c'est une phrase pas forcément percutante, pas forcément choquante naturellement. C'est une phrase naturellement en français, assez bien construite, qui soit agréable à l'oreille et qui soit harmonieuse. L'harmonie est le maître mot. C'est que tout soit bien agencé, que ce soit agréable et que le lecteur qui tombe dessus soit un tout petit peu conquis, tenu par le col, un tout petit entraîné pour aller en profondeur dans le livre. Je pense que c'est tout à fait essentiel. Alors moi, par exemple, quand j'écris à l'instant. L'instant, c'est-à-dire, je n'ai pas de rituel attitré comme beaucoup d'écrivains qui se réveillent à telle heure, qui écrivent avec potentiellement des amulettes et des habitudes. Je pense que je suis dans mon canapé, il y a quelque chose qui me vient, il y a l'entaille, c'est-à-dire l'ouverture, et je fonce dedans. Donc voilà, c'est pourquoi l'allégorie musicale me paraît ici particulièrement juste et particulièrement opportun à invoquer pour parler de ça. La phrase juste, c'est ça. C'est surtout les débuts de phrase. Quand Céline commence Voyage au bout de la nuit, il me semble, par l'amour, c'est infini, jeté à la porte des caniches. Je veux dire, c'est à la fois d'un cynisme, mais d'une jovialité, d'une beauté. Ça touche le nerf du lecteur. Et forcément, les émotions sont immédiates. Et donc, c'est ça, on peut trouver des phrases à l'infini. Hein. Dans le roman classique, on commence très très souvent par des descriptions. L'irruption, elle est un peu différée. On commence par présenter les choses. Donc, c'est tout à fait ça. Alors, on a Proust, la phrase qui on doit, la phrase qui respire, le stylisme. Alors, moi, j'aime beaucoup Pierre Desproges, qui est un humoriste, qui exagère d'ailleurs avec ce côté, où les gros mots viennent taquiner les petits mots pour avoir cet effet à la fois de sonorité, mais aussi de classicisme. Donc, voilà. Et c'est un spectre très large. On peut trouver de très très belles phrases dans le rap, par exemple. On peut trouver de belles phrases en littérature, dans le journalisme. Donc voilà, il n'y a pas forcément de recette ou d'ingrédients qui soient parfaits pour parler de la phrase juste. Mais je pense que c'est à la libre appréciation du lecteur et de ce que ça suscite en lui. Donc la question est très très vaste, très très difficile pour un auteur, parce qu'il faut y verser un tout petit peu du sien. Mais je dirais ça, l'harmonie. On restera sur ce mot pour terminer, l'harmonie. Oui, alors on est lecteur avant d'être... j'aime pas beaucoup le mot écrivain parce qu'il me terrifie. Je commence modestement une toute petite carrière, je ne sais pas de quoi elle sera faite, donc le terme écrivain me terrifie, même si par la force des choses, il paraît que j'en suis un. Mais on n'est pas écrivain sans être un lecteur. Voilà. Les lectures font l'écriture de manière générale. On consomme beaucoup. Après, on essaie de transmettre à son tour. Il y a quelque chose d'assez simple. Si on écrit sans beaucoup lire, il y a un risque assez immédiat, ça s'appelle le pédantisme. Alors le pédantisme, c'est flotter dans la grandeur des mots, sans avoir la légitimité et l'épaisseur pour les couvrir entièrement. Donc lire, fondamentalement, c'est écrire. Alors moi, je suis issu d'une famille de lettrés. Ma mère, le matin, en finissant sa prière musulmane, déclamait Yassine et embaumait la maison de cette bienveillance coranique et spirituelle. Et le soir,
elle nous déclamait le Cid de Corneille. Donc voilà, j'ai grandi dans ça. Mon père écrivait beaucoup des discours, il corrigeait des manuscrits, il avait une appétence pour la littérature qui était extraordinaire. Donc l'inclination naturelle pour la lecture, elle est d'abord familiale. Et ensuite, épisode assez fondateur, assez marquant. J'arrive en France, j'ai 17 ans, j'échoue dans une chambre de bonne à Nice où la solitude, le froid, le dépaysement, toutes choses inhérentes finalement à l'exil viennent me frapper dans une prostration totale. Donc la lecture devient un tout petit peu un refuge. Et je commence à lire, mais de manière acharnée, comme dans une quête de réalisation par une autre voie que par ces voies insondables de l'immigration. Et je tombe dans Balzac, je tombe dans Régis Debray, je tombe dans Desproges, je tombe dans Césaire, je tombe dans Senghor, je tombe dans Tolstoï, je peux en citer encore beaucoup. Et voilà. Et là, je vois l'humanité disséquée dans toutes ses formes. Alors, le style, le côté percutant de la pensée, les descriptions, leur finesse, l'affinement de la phrase dont on parlait l'instant précédent, tout ça me transporte. Et finalement, ça devient mes compagnies les plus bienveillantes et les plus chaleureuses. Et j'ai commencé comme ça, moi aussi, à écrire. Ouvrir une toute petite fenêtre dans le monde pour communiquer son histoire dans la grande histoire. Ça commence par une petite page de blog qu'on tient naturellement. Et après, un aboutissement heureux avec le livre que je viens de faire, Joe et les mœurs chez Présence africaine. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'écrivain sans lecture. C'est le risque de l'imposture, c'est le risque de l'illégitimité. Et les auteurs seraient bien inspirés de beaucoup lire. Ça formate deux choses essentielles. L'humilité. On sait qu'on n'atteindra jamais les sommets que d'autres ont tutoyés, tout simplement. Et puis, deuxième chose, tout a été plus ou moins dit. Nous ne sommes que des recréateurs. On crée des choses qui existent, que d'autres ont dit, qu'on ne connaisse pas forcément. C'est pourquoi la chose la plus importante, je pense, dans la littérature, c'est de déroger un peu au cadre, de ne pas rentrer dans le moule, de sortir un tout petit peu pour essayer de créer une originalité. C'est la seule manière qu'on peut avoir d'avoir peut-être une postérité, même si c'est une ambition bien grandiose et souvent vaine, mais d'avoir quelque chose à soi. Dans la grande symphonie du monde, apporter sa note. Voilà. Donc c'est pourquoi la lecture, c'est très très important. C'est un couple qui chemine ensemble. C'est un parallèle éternel. Il n'y a jamais de grands écrivains, il n'y a jamais de grands auteurs sans grande lecture. Et c'est très très important d'insister là-dessus. On peut penser, après avoir écrit, être finalement au niveau des plus grands. Et là, on se fourvoie, mais totalement. Il faut toujours revenir à la lecture. Sève nourricière, mais aussi plaisir, tout bonnement, c'est tout bête. Hein? Lire pour le plaisir, lire pour s'éduquer, lire aussi tout simplement pour se divertir, lire des choses qui ne sont pas forcément uniquement dans la littérature, dans les sciences sociales, pour essayer de se charpenter une vraie pensée. Voilà, donc le spectre est large, je pourrais continuer à en parler sans doute des heures, mais voilà, c'est un cheminement commun, l'un ne va pas sans l'autre. Lecture et écriture, c'est les deux pas sur lesquels on danse et on marche. C'est peut-être notre condition humaine qui revient. Oui, alors, Monsieur connaît très très bonne question, qui, comme j'aime souvent, désacralise en tout petit peu la littérature. Alors, je répondrai alors, mais vraiment, franchement, les deux, mon capitaine, mascarade et narcissisme. Mais le narcissisme, c'est une condition inhérente malheureusement à l'humanité. Le problème, c'est de ne pas en abuser. On est à l'époque triste des selfies, du soi, dans la grande fenêtre de l'histoire, malheureusement. On y participe, on essaie de ne pas en faire trop. La mascarade aussi, mais ça fait partie de tous ces petits sentiments qu'il y a dans la palette de l'écriture. On écrit pour transmettre des émotions. Et je tiens à cette phrase d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est un de mes mentors, je n'ai pas honte à le dire, c'est Régis Debray. Voilà. L'écriture, c'est transmettre des émotions et essayer de faire penser. Voilà. Si on touche au premier, on a touché le but. Si on touche au deuxième, on a touché le Graal. Et quand on est dans le narcissisme, il faut toujours un tout petit peu donner de soi dans un texte.
toujours payer de soi-même un tout petit peu. Ça donne corps à la pensée. La littérature ne peut pas être une création ex nihilo. Elle ne peut pas être une création extérieure. Sinon, on fait un jeu de langue qui peut être particulièrement beau, particulièrement extraordinaire, sans doute. Mais il faut toujours ouvrir un tout petit peu de fenêtre. Parce que la plume que l'on tient, ce n'est pas juste le prolongement du bras ou de la main. C'est le prolongement de quelque chose qui est beaucoup plus intime. C'est le cœur, c'est le cerveau. C'est l'harmonie de nos entrailles qu'on filtre par notre pensée. C'est ça qui est important. C'est pourquoi la question elle est importante, parce que mascarade, oui, on s'amuse. La mascarade, c'est une sorte d'amusement. Alors, dans les beaux jours, on tombe sur un public qui est disposé à rire. Et là, c'est absolument formidable. Et dans les mauvais jours, il y a des gens dont ce n'est pas le goût, dont ce n'est pas la sensibilité qui éructent. Mais c'est une partie du jeu. Comme on dirait, ma pauvre Lucette, il faut accepter de pouvoir chagriner, de pouvoir blesser, de pouvoir choquer. Je pense que l'un des seuls filtres dont dispose un tout petit peu l'écrivain, c'est le filtre de l'élégance, la classe, du tact et du panache. C'est très très difficile à atteindre, mais il faut toujours essayer de tendre vers ça. Parce que ça, comment dirais-je, ça expurge toute charge négative. Et puis on s'adresse à l'intelligence des gens. On ne s'adresse pas forcément à leur sensibilité, je veux dire, bestiale. On pense que les gens qui vont nous lire sont des gens absolument intelligents. Et on n'est pas dans une démarche de prosélytisme. On laisse ça à l'époque, je veux dire, et aux martyrs. Il y en a assez, peut-être trop. Donc voilà, on s'adresse à l'intelligence des gens en essayant de leur dire, on vous confie un texte, il vous appartient. Vous en faites à peu près ce que vous voulez. Voilà. Si on a suscité quelque chose en vous, que ce soit du dégoût ou de l'admiration, de toutes les manières, on aura touché quelque part un but. Donc, mascarade et narcissisme, malheureusement, des contraintes de notre époque inhérentes à l'humanité, ne pas en être prisonnier, mais en faire une base pour essayer de conquérir autre chose. Ce sera ma réponse définitive à connaître. Très bonne question, jeune homme. Ah, Philippe Ngalagoy, ça me dit vaguement quelque chose. Oui, très bonne question. Quels auteurs sont mes maîtres? Il y en a beaucoup, j'en ai cité d'ailleurs quelques-uns. Alors, si je devais faire une hiérarchie, ce qui ne se fait pas parce qu'ils se valent tous, ils m'ont procuré égale dose d'admiration, sève nourricière, alimentation de la pensée, un style un tout petit peu plus affûté. Je leur dois certainement tout parce qu'ils ont un tout petit peu balisé cette vocation qui est en train de naître, d'écrire. Je mettrai quand même en tête quelqu'un d'assez improbable, qu'on ne citerait pas forcément dans les salons littéraires, et qui pour moi est un styliste absolument formidable, c'est Pierre Desproges. Pierre Desproges, il est mort en 1988, l'année de ma naissance, arraché par le cancer, cette maladie sordide qui clôt l'horizon de beaucoup de talents malheureusement. Et Pierre Desproges savait rire, savait faire rire et savait émouvoir par la force du style et par sa manière de tourner en dérision les choses. La férocité, l'acidité ne basculait jamais dans la grossièreté. Il y avait un équilibre. On parlait d'harmonie dans la première question, de musicalité, et j'ai trouvé tout ça. En fait, tout ce que j'aime était dans Desproges. C'est-à-dire la belle langue, les idées un tout petit peu originales et qui sortent un tout petit peu du moule. Il y avait ce dégagement, par exemple, des forces qui gouvernent forcément la masse sans aucun mépris de ma part. Et il y avait cette ironie fine, comme un dépeçoir, qui est absolument formidable. Après, je vais les citer pêle-mêle. Hein. Je suis né en littérature chez Balzac. Chez Balzac de manière assez particulière. D'ailleurs, je me rends compte que ce n'est pas Balzac que je vénère, mais un de ses personnages, qui s'appelle Jacques Collin, qui apparaît dans 3 livres. Splendeur et misère des courtisanes, Le Père Goriot et Illusion perdue. Plus connu sous le nom de Vautrin. Alors, personnage hors des clous, on va dire, sociaux, personnage grandiose qui se lève contre les conventions de la société et qui propose aux jeunes aspirants à la célébrité des marchés sordides pour les aider à conquérir leurs rêves. Donc voilà, et je suis tombé dans ça, j'avais 17 ans, j'étais à Nice, je me suis dit, ah ouais, moi je me rêve en Vautrin. Voilà ce que j'ai envie de faire. Après, j'ai trouvé le raisonnement de la colère, gentiment bien porté,
par Césaire. Le discours sur le colonialisme, absolument formidable. J'ai fait un détour chez Garcia Marquez, absolument indispensable. La littérature sud-américaine, absolument extraordinaire. Borges, Vargas Llosa. Je prononce sans doute mal parce que j'essaie de coller à l'accent espagnol, mais ça ne le fait pas trop. Mais voilà. Et puis, Tolstoï, je veux dire, les grands classiques français sur qui on a achoppé quand on était élève parce que c'était ardu, mais qu'on aura découvert quand on est plus grand et qu'on redécouvre avec bonheur, avec le choix personnel d'aller vers eux. Et puis, des auteurs contemporains, je citerai un, parce que je pense que vraiment sur la scène littéraire africaine, c'est vraiment une voix assez singulière, c'est Samy Tchak. Samy Tchak me procure des joies absolument formidables. Tcherno Moné Nembo. Alors, même Fatou Diom, sur qui j'ai eu des mots très très durs, j'ai trouvé aussi que son style était particulièrement affûté. Il y a cette musicalité-là, il y a ce dandisme féminin que j'aime particulièrement. Alors, il y a un proverbe wolof que j'aime beaucoup, c'est que quand on cite des noms, on en oublie sans doute quelques-uns. Et ce proverbe en wolof, ça dit « Kulim Djoum ». Voilà. Et donc, je m'arrêterai là. J'en ai oublié beaucoup, mais je pense avoir cité l'essentiel des gens qui ont été mes amants, mes muses, mes conseillers, et puis mes compagnons des insomnies terribles d'adolescents esselés dans l'aventure de l'immigration. Alors, question très profonde de Violaine, très spirituelle, à laquelle naturellement j'oppose mon droit à la modestie qui n'est pas feinte. Je ne saurais pas répondre à cette question. Je vais tenter de dire d'abord, ni l'un ni l'autre, connaître la nature humaine. Quelle odieuse prétention! Quelle odieuse prétention! L'humanité a des millions d'années, le mystère de l'humanité reste toujours entier, donc on n'arrive pas à le percer. Mais en tout cas, on peut essayer. Et d'ailleurs, on ne se gêne pas à le faire. Il y a les sciences sociales, il y a la littérature, il y a la médecine, il y a les sciences, il y a la religion, il y a les spiritualités de différents ordres qui essaient de pénétrer la nature de l'homme pour essayer d'en tirer le meilleur. Mais malheureusement, quand on en tire le meilleur, on en tire aussi le pire, en quelque sorte. Connaître mieux que les autres, encore moins. Les autres, c'est qui? Avec un gras A? Non. Je pense que cette question-là, ça peut être une très belle question de philosophie pour les étudiants de nos normales sup ou des grandes écoles et tout là, parce que c'est une question absolument difficile. En tout cas, ce que j'essaie de faire, je pense qu'on n'est pas un bon auteur si on n'est pas un bon observateur. Balzac disait qu'il était le nomenclateur et le secrétaire du 19e siècle. C'est très très important. Dans la comédie humaine, les psychologies humaines sont étudiées assez finement. Chez Tolstoï, on retrouve ça. À la littérature russe, de manière générale, on retrouve ça. À la littérature anglo-saxonne, on retrouve ça. Chez Philip Roth, chez Stephen King. On retrouve beaucoup de ça. Essayer d'accoucher l'homme. Il y a Descartes et sa maïeutique socratique plutôt, et Descartes. Et le doute, le cartésianisme de Descartes. Mais toutes ces choses-là et beaucoup d'autres essaient d'accoucher l'homme de quelque chose. Mais je ne pense pas qu'on arrivera un jour à un résultat formidable. D'ailleurs, ça donne espoir aux générations à venir. Ils ont toujours plein de choses à découvrir. Et c'est le charme de l'humanité. Que serait le monde si on en épuisait dès aujourd'hui tous les mystères? On en laisse dans un coin, dans un tiroir, pour les générations futures et pour nous-mêmes, pour nos défis. Mais on essaie. Alors, on n'y arrive pas, mais on essaie. Dans chaque livre, on essaie de s'attaquer à la psychologie humaine, aux thématiques, à plein de choses. Et on en livre des morceaux sans doute marginaux, mais qui finalement composeront le puzzle final. Voilà, c'est un élément assez composite et on apporte un tout petit peu sa matière. Voilà. Mais je retiens la question de Violaine. Elle va me servir d'inspiration pour mes prochains travaux.